Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. Bonjour à tous, je ne suis pas d'accord, un nouveau concept de vidéo destiné à éclairer deux points de vue sur un film, sur une polémique, sur des problématiques relatives à certains films, dans une bonne ambiance. Un coup il sera pour, un coup je serai contre, un coup il sera contre, un coup je serai pour. Je suis pas d'accord, je suis plus souvent contre. Ça c'est pas sûr, parce que ça dépend des fois. Aujourd'hui le film c'est Joker. qu'on a vu la semaine dernière. Donc Joker c'est un film de Todd Phillips. On l'a vu en avant-première. Oui. Todd Phillips, joué par Joaquin Phoenix principalement, qui porte le film, c'est assez impressionnant. Le pitch, très simplement, c'est l'origin story du Joker, le célèbre méchant de Batman. Et ça raconte en fait comment Arthur Fleck, un clown un peu raté, qui a beaucoup de problèmes. Un humoriste à la base, il n'est pas clown. Hein. Ouais, tu n'es pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, il commence comme étant un humoriste. Le clown, c'est plus pour son travail dans la rue, son gagne-pain, mais son rêve, c'est de devenir un humoriste. Donc humoriste qui rêve de participer au show de Murray Franklin qui a un talk show, un late show, comme voilà. on a beaucoup sur inspiré de toutes des plus grandes soirées américaines. Un point de détail intéressant, le film se passe dans les années 80. En 81, je crois, voilà. parce que j'ai lu. Et il y a un détail amusant, c'est que c'est un film qui est produit par la Warner, et c'est l'ancien logo de la Warner qui est diffusé au début. Vous savez, c'est les barres parallèles rouges qui représentent le W, logo qui a été abandonné grâce à Joe Dante dans le film Gremlins, qui voulait absolument l'ancien logo, et c'est depuis ce film-là qu'on a le nouveau logo de la Warner. Ça, et il y a plein de détails sur ça, parce que le logo de Murray Franklin, c'est le logo aussi, c'est la typo du logo de Batman, il faudra regarder, mais c'est le Batman, tu sais, du dessin animé, on va dire, avec ses lettres très arrondies et surtout vers le haut. En fait, si on décortique le film, il y a des clins d'œil. Il y a plein de clins d'œil. Il y a plein de petits clins d'œil, ce qui est vachement à la mode, et les fameux easter eggs. Donc là, ils en ont disséminé un paquet, d'autant qu'ils avaient besoin, et là on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, dans le vif de la discussion, ils avaient besoin de ces easter eggs pour se rapprocher de la mythologie Batman. C'est-à-dire que, et ça c'est mon avis, a priori le film tel qu'il est construit aurait pu servir de support à n'importe quel tueur en série, quel qu'il soit. C'est-à-dire que c'est comment un humoriste raté, qui a de plus plein de problèmes avec sa mère, avec sa personnalité même, bascule à un moment donné dans la folie, et comment se traduit cette folie. Or là, elle se traduit en devenant Joker, mais il aurait très bien pu devenir Ted Bundy, le tueur du Zodiac, ou tout autre psychopathe et sociopathe. Donc, le fait que ce soit le Joker, ils ont été obligés de se rattacher à la mythologie Batman. Alors des fois, c'est bien amené, des fois c'est un peu plus tiré par les cheveux. Je pense notamment... on spoil ou pas? On peut spoiler, on sera sur une critique a priori... avec spoiler, de toute façon maintenant ça fait une semaine que c'est sorti, donc quand les parents de Bruce Wayne se font assassiner, c'est un peu tiré par les cheveux, parce que la ville est sujette à des émeutes, ils vont au cinéma, ils sortent par une ruelle. Je trouve ça un peu forcé, c'est beaucoup mieux amené chez Nolan, même si dans la BD originelle il meurt pendant Zorro, le justicier, alors que Nolan avait pris la chauve-souris et l'opéra. Là, on est plus proche de la BD. Alors, pour rebondir quand même sur ce que tu dis, donc si on prend cet humoriste raté, malgré tout, on est dans l'esprit Joker, même si ça aurait pu s'adresser à toutes sortes de psychopathes. Le Joker, dans ses multiples personnages, celui qui est tombé dans le bain d'acide, celui
qui est bling bling, même de Suicide Squad, enfin peu importe, il y a le Joker qui existe, celui de l'humoriste raté. Et même si l'inspiration de Todd Phillips, c'est L'homme qui rit, on est quand même sur un des parcours Joker possibles. Donc ce qui fait qu'au final, on peut dire qu'il est dans les clous si on en reste à cette idée-là. On va arriver dans le vif du sujet plus tard, mais moi je trouve quand même que dans son pari, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je te laisse terminer ton propos. Je crois tout simplement, ce qui ne fonctionne pas, c'est justement l'interprétation de Joaquin Phoenix qui est énormissime. Je veux dire, faut être clair. Brad Pitt a peu de chance d'avoir l'Oscar cette année. Pourtant, il a tout fait pour Ad Astra. Mais bon, je peux revenir sur Ad Astra aussi. J'aurais beaucoup de choses à dire sur Ad Astra. On fera une émission sur Ad Astra pour ceux qui sont intéressés par parce que bon, nos concepts. Mais Joaquin Phoenix porte le film à lui tout seul et le survole. Mais Joaquin Phoenix n'interprète pas le Joker. La réalité, elle est là. Et c'est pour ça que si vous êtes fan de Batman, des super-héros, de l'univers DC Comics, etc. Ah, c'est pas un film à voir, c'est un film sur une descente aux enfers, psychologique. Exactement. C'est pas la violence annoncée, on n'est pas dans du Rambo, puisqu'on parle d'actualité cinématographique. En ce moment, on a Rambo. Il vaut mieux emmener voir un adolescent voir Joker que voir Rambo finalement, puisqu'au niveau gore, action, l'autre, on parle de décapitation, d'éviscération. Là, on est dans du crime qu'on peut voir dans Esprit criminel en semaine sur TF1. On n'a rien de très choquant. C'est la psychologie du film qui peut être dérangeante. Qui est lourde. Qui est même plus dérangeante finalement que on n'est pas dans Shining. Qui est lourde et qui est oppressante. Voilà. Qui est oppressante parce qu'il y a une pression psychologique de cette descente aux enfers. On ne sait pas où se situer. Est-ce qu'on a de la compassion pour lui, de l'empathie? D'ailleurs, il y a un débat intéressant à ce propos-là. Ou est-ce qu'on le condamne parce qu'au fond, ce genre de personne ne peut que conduire à devenir ce genre de personnage. En tout cas, c'est fait pour créer l'empathie. On découvre sa maman, son univers assez triste, on est dans une ambiance un peu justement très présente, que ce soit en France, gilets jaunes, machin, on est dans une certaine précarité, pauvreté. Des gens... en fait, c'est un pamphlet politique, il y a énormément de politique dans ce film, c'est pas un Joker, c'est pas un criminel, c'est presque un symbole politique, moi je pense, personnellement, puisque effectivement, il vient un petit peu dans cette dynamique d'une société qui bouillonne, par la symbolique du clown, lui permettre d'exploser. En quelque sorte, Arthur Fleck devient le symbole malgré lui, et là ça change toutes les interprétations qu'on a eues auparavant avec le Joker, où le Joker fédérait la criminalité de Gotham tout le temps, même dans la série Gotham, il est joué, moi j'aime bien d'ailleurs son interprétation par la tête d'ampoule de Malcolm, où le Joker fédère la criminalité de Gotham. Là, il la fédère, mais sur... Elle existe déjà, il la fédère sur ce qu'il représente. Mais effectivement... C'est même la criminalité qui le porte, la symbolique d'être portée par la criminalité. Et là, alors qu'au final... On attendait à un Joker que ce soit une espèce de flamme qui allume une mèche. Là, au final, il crée une petite... parce que l'émeute, elle vient quand même de son acte, mais la société était déjà explosée. Et en fait, lui devient le signe fédérateur de ça par accident. Et en parallèle à cette montée en puissance, lui, il monte en puissance, mais par ses propres actes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Arthur Fleck, qui est timide, qui est réservé, qui a du mal à parler, qui n'est pas drôle, qui n'est pas du tout extraverti, chaque fois qu'il commet un meurtre, devient davantage extraverti, etc. Et c'est assez intéressant, que ce soit en réalisation ou en interprétation, parce que à chaque fois, il y a une danse. Il y a l'évolution de sa danse effectivement. Voilà, plus ça va, plus elle est belle, plus elle est écartée, etc. Il est inspiré par un film, alors là ça nous échappe aussi, mais puisqu'il voit un film, il danse aussi devant un film où il y a un danseur. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène. Non, moi, il est inspiré, mais par contre il se libère de plus en plus dans ses mouvements au fur et à mesure jusqu'à la danse qui deviendra culte, je pense, de l'escalier. Où effectivement sa performance est extraordinaire. Et Joaquin Phoenix aussi modifie son apparence physique, c'est-à-dire qu'il de très
recroquevillé, très maigrissime, très rachitique, très maladroit. Or is it getting crazier out there? Au fur et à mesure, jusqu'à arriver au Meuré-Chaud, où là, il est totalement extraverti, il est classe, il est classe. Beau, c'est Will Smith, quoi. Ça pourrait, mais malgré tout, son propos, parce qu'il faut bien à un moment parler de ce chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre, justement sur lequel on place notre thématique. Effectivement, au niveau cinéma, interprétation, on est sur quelque chose qui n'est pas loin d'un chef-d'œuvre. En tout cas, il y a des choses à redire, mais c'est mieux que ce qu'on nous propose actuellement. En tout cas, par rapport à ce qu'il y a sur le marché actuellement, et on a adoré l'univers Marvel, tout ça, on est à contre-courant complet. On n'est pas sur un film de super-héros. Non. Et comme on n'est pas sur un film de super-héros, on revient sur un cinéma plus classique. Et là, on peut parler effectivement de chef-d'œuvre. Mais malgré tout, si on est sur l'analyse aussi du Joker, justement de tout ce qu'on dit là, il y a quand même un certain nombre de lacunes. Par exemple, là, on parlait de cet humoriste en déclin. Mais c'est quand même un humoriste très neuneux. You just ask the same questions every week. How's your job? Ce Joker-là, pour moi, ne peut pas représenter le génie du crime que représente Ledger dans The Dark Knight. Si on va chercher l'affiliation entre les deux Jokers, celui de Joaquin Phoenix qui serait le Joker, pourquoi pas avant celui de Ledger, même si au niveau de l'âge ça collerait pas, il y aurait plein de choses qui colleraient pas. De toute façon, les deux univers sont pas liés. On a un Bruce Wayne qui doit avoir, qui est adolescent, alors que lui a déjà une quarantaine bien portée. Joaquin Phoenix. Voilà. Le Joker, on n'a jamais trop su son âge. Voilà, on n'a jamais trop su son âge. Mais en tout cas, ce Joker-là, pour moi, il aurait pu été une espèce de mec qui fait de l'humour très complexe, parce que ça aurait reflété son intelligence. Ce mec-là, il a des tares qui sont un peu plus ou moins expliquées, qui créent des pathologies, puisque son rire, c'est une pathologie, c'est pas un rire finalement criminel. C'est un symbole issu d'une maladie. Et au final, il est neuneux. Quand il sort ses premières blagues, il les écrit sur son carnet. Et on voit que c'est d'un niveau. Il y a la blague sur l'école. Enfin, il y a des... Je ne l'ai pas en tête, puis c'est pas le propos. Mais par contre... je te coupe, il y a un petit défaut au film, c'est qu'il y a des fois des passages écrits qui sont traduits en français, d'autres pas. D'autres pas. C'est vrai, c'est étrange et ça manque. Mais voilà, donc je trouve qu'il a un humour neuneux, il aurait dû avoir un humour complexe d'un type justement d'un incompris. Je pense personnellement, parce que l'incompris un peu, je veux dire, c'est comme si Cédric Villani se mettait à faire des one-man shows. Non, mais l'exemple typique, et je pense que Joaquin Phoenix s'est beaucoup inspiré sur la partie one-man show, Andy Kaufman, qui est dans Man on the Moon, le film de Man on the Moon, qui est un super film si vous avez l'occasion de le voir. C'est joué par Jim Carrey. Et Andy Kaufman avait ce truc-là, c'est-à-dire qu'il arrivait un peu incompris, un peu machin, il disait des blagues nulles, mais c'était fait exprès, et c'était quelqu'un d'intelligent qui cherchait à provoquer en permanence, où tu ne savais jamais où était le vrai, où était le faux. Et mais dans la vie réelle, tu pouvais peut-être voir le génie. Là, dans ce personnage-là, avec sa maman, avec son... Il n'y a aucun doute que Arthur Fleck a perdu... est un débile, au sens, il est faible d'esprit, physiquement. Il est faible physiquement, il est faible intellectuellement, il est faible émotionnellement. Voilà, c'est un faible. Alors, est-ce que le fait de tuer le renforce émotionnellement? Il n'y a aucun doute. Est-ce que ça le renforce physiquement? Il n'y a aucun doute. Mais est-ce que c'est susceptible de le renforcer intellectuellement pour devenir le Joker? Parce que le Joker est globalement machiavélique. C'est un génie du crime, en tout cas. Exactement. Quoi qu'il arrive, ce que l'on a vu par la suite, ou même ce qu'on voit globalement dans les comics, c'est un génie. C'est un génie, et encore une fois, politique. Il n'est jamais intéressé par l'argent pour tel, à part pour gérer son esprit, c'est l'anarchie. Il est très, très intelligent, et là, ce personnage-là manque d'intelligence, à mon sens, cruellement, parce que je l'aurais vu dans un humour incompris, quelqu'un qui fait des blagues, qui cherche dans une complexité absolue, et qui s'effondre justement parce que ses troubles viennent aussi. Comme tous les grands malades de ce monde, aussi, souvent on dit, il était très intelligent, c'est un génie. Il lui manque ce génie. Pour moi, il est dans une descente aux enfers de quelqu'un qui souffre, parce qu'il ne trouve pas sa place, mais pas parce qu'il est
trop, mais parce qu'il n'est pas assez. Je sens un nœud. Oui, mais alors, ça m'embête. Alors justement, toute la question, elle est là. C'est est-ce que il est intelligent et que cette intelligence, elle est bordée, elle est enfermée par sa psychologie qui est totalement déficiente, par ses émotions par ses qui sont dépressions, totalement déficientes, par sa maladie, par les médocs. Parce que au fur et à mesure qu'il commet des meurtres, il arrête de prendre les médocs et peut-être ça aide à sa libération. Ça le libère. Parce que quand tu le vois au mur et chaud, c'est plus du tout le neuneu. Et là, on n'est pas simplement sur d'émotionnel. Parce que quand il répond... Alors, moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut l'être. Il fait quand même... Et on lui demande de faire une blague, on lui demande de gérer la prise de parole. Et cette prise de parole est tout à fait dans l'esprit du film, c'est-à-dire qu'elle est dérangeante. Il n'arrive pas à avoir des propos qui soient justement différents de ce qu'il y a avant. Il est plus libéré dans son attitude. Il est plus, tu dis, renforcé physiquement. Tout ça, je suis d'accord. Mais par contre, c'est là qu'on s'attendait à ce que d'un seul coup, il brille. Et il continue à être dérangeant. Il crée des blancs. Oui, mais parce que personne ne le comprend. C'est un incompris. Parce que c'est son humour. Parce que c'est son humour. C'est son humour. C'est ce qui le fait rire, c'est ses blagues. Et c'est ça qui le fait rire. Et que ça ne fait rire personne. Par contre, il comprend très bien, ce qui n'est pas le cas au début, pourquoi Murray l'a invité. Parce que quand il reçoit l'invitation, il est persuadé que c'est parce que Murray l'a trouvé drôle, etc. Quand il arrive à la fin, il sait que Murray l'a invité pour se foutre de sa gueule. Pour pas rire de ses blagues, mais pour rire de lui. Et c'est pour ça que, au début, il y va dans l'optique de se suicider. Voilà, c'est le spoil, c'est pas la peine d'aller voir le film si vous... Ce que je vais dire, c'est plus la peine d'aller voir le film si vous... Mais... Enfin, dans l'optique de se suicider, si on regarde aussi la trame du titre, je vais dire peut-être pas, je suis pas d'accord, mais en tout cas, on peut pousser la réflexion. Il y a une symbolique du suicide qui est présente avec la fameuse Sophie du Monde et qui lui lance ce symbole dans l'ascenseur, parce que là on est à fond dans les spoils, il n'y a pas de problème, et que l'on va aborder par la suite sur cette fameuse Sophie du Monde, où même quand il arrive chez elle, il se tourne, il lui refait encore le symbole du suicide, et au final tout le long, il est dans ce symbole. Est-ce que quand il le prépare à la maison et qu'on voit qu'il en rigole, est-ce que c'est justement dans le cadre de son humour qui est dérangé, qui est schizophrénique et psychotique, ou pas? Moi, je crois qu'au moment où il le prépare, il veut le faire. C'est-à-dire qu'il a compris, parce qu'il a arrêté les médocs, parce qu'il a réglé ses comptes avec sa mère, c'est important aussi, qu'il a compris que toute sa vie était montée, façonnée sur des mensonges, que je crois qu'il a réellement l'intention d'en finir. Mais moi, je suis pas d'accord, et je pense qu'au contraire, sauf que quand il fait sa danse, en haut de l'escalier pour échapper aux flics, on a l'avènement du Joker et qui se dit, mais attends, pourquoi je peux être réellement moi-même? Mais ça veut dire qu'alors sur le plateau, il a déjà cette réflexion. Donc sur le plateau, il ne veut plus se suicider. Au moment où il rentre, voilà. C'est son plan. Mais par contre, avant la danse en haut des escaliers, il part pour se suicider. Quand il répète, il pense qu'il va se suicider parce que son monde s'est effondré. Donc, c'est difficile de le savoir, mais effectivement, il y a de nombreuses simulations de suicide. Mais sur le plateau, par contre, il est déjà le Joker. C'est vraiment, effectivement, la transition, c'est l'escalier. Et donc, tout ce qui se passe sur le plateau, avec la volonté de l'appeler Joker. Et c'est là que, si tu veux, ça bascule et qu'il devient... De toute façon, soyons clairs, il devient vraiment le Joker au moment de cette danse sur les escaliers, qui est sa dernière danse, où là, il est le Joker. Donc il rentre sur scène, et c'est derrière, presque, pour moi, le film aurait dû s'arrêter au moment où il tue... Je ne suis pas d'accord, évidemment, puisque moi j'attendais à ce que le film dure au minimum une demi-heure de plus. Je voyais un film où à la fin, il y ait quand même la bascule, justement, celle qu'on attend et celle qui est reprochée au film, c'est-à-dire ce film mou avec peu de crimes, il aurait été parfait si on avait rajouté une demi-heure sur lesquelles il y avait la criminalité et le génie. Il manque ce génie. Justement, moi, pour moi, le film il doit s'arrêter à son climax, qui est l'assassinat de Murray. C'est-à-dire que tu Murray, boum, cut, fini. Quitte à faire un deuxième où on le voit à Arkham, où tout ce qu'il y a derrière n'est pas montré. Pour moi, tout ce qu'il y a derrière n'avait pas besoin d'être montré.
Bon. Le meurtre des parents Wayne, je trouve que c'est le seul moment vraiment que je trouve ridicule dans le film qui sert pas. Autant la... Et pourtant, il fallait créer le lien, et il est oui, pas facile, même s'il y en avait. Mais le meilleur lien pour moi, c'est la mère qui travaillait, qui pense Oui. que Arthur est le fils. Donc là aussi, on a une espèce de confusion. On se dit, putain. Mais dans la temporalité, on est quand même sur un Bruce Wayne adolescent, et donc il y a la mort de ses parents. Et la mort de ses parents, dans ce cadre-là des émeutes et du clown, elle est provoquée par le Joker. Elle est provoquée par le Joker. Non, mais tout à fait. Mais à la limite, c'était presque même pas la peine de la mettre en scène de cette manière. On pourrait la laisser explicite. Et effectivement, ce qui est dérangeant, c'est que l'acte du Joker à la télé provoque un déchaînement de violence autour, c'est-à-dire que c'est, pour le coup, là, oui, ça y est, il a allumé la mèche, elle brûle, et le baril explose au moment où le Joker tue Murray en direct à la télé, et ça génère tout un tas d'émeutes en ville, et la ville est mise à feu et à sang, et tout ce passage-là, moi, il m'a pas plu. Bon, déjà, alors il y a un truc, dans ce film aussi, il y a la mort de Bruce Wayne qui est dérangeante, mais il y a les flics de Gotham. Faut pas s'étonner que la ville soit en perdition, parce que leurs flics, ils sont nuls. Ils mettent un temps fou à le retrouver après le meurtre, ils s'en sortent pas pour l'arrêter, mais en étant minables, oui. Hein, mais vraiment nuls. Le type, il commet un meurtre en direct à la télé. Il est escorté par 2 flics dans une pauvre ambulance alors que tout est à feu et à sang, etc. Les flics sont bidons. Où est le commissaire Gordon ? Voilà, mais là on est dans les années 80. Où est le commissaire Gordon ? Voilà, le commissaire Gordon est absent, mais en même temps, s'il avait mis le commissaire Gordon, c'est vrai que ça aurait été encore plus kitsch. Ça aurait fait un truc. Non, mais on aurait pu imaginer, par exemple, moi j'aurais mis non pas un commissaire Gordon, mais un agent Gordon, qui lui aurait été bon, le seul à être un peu bon dans la police de Gotham, qui est nul, qui est corrompu, etc. Ça aurait pu être sympathique. Et c'est là qu'on voit aussi que ce film est détaché, avait une volonté quand même d'être à mi-chemin entre une réalité, comme tu disais, de transférable à tous les tueurs en série que nous avons. Moi, je crois que le fait que ce soit le Joker, c'est simplement un prétexte qu'a pris le réalisateur et Joaquin Phoenix pour faire un film sur un tueur en série, sur l'éclosion d'un tueur en série. Todd Phillips, il a pris le Joker pour avoir des moyens. C'est un coup marketing aussi. Voilà, parce que soyons clairs, si ça avait été l'histoire... Non, mais il aurait été très très bon. Je suis un peu d'accord, mais en même temps, il ne faut être pas d'accord, et je ne vais pas l'être, en disant, oui, mais il aurait pu tout simplement l'appeler Arthur Fleck. C'est-à-dire que oui, tu es sur l'histoire du Joker, et toute la promotion aurait tourné quand même, malgré tout, autour de l'émergence de ce Joker, mais quand même, pour être un peu, pour prendre des risques et être un peu moins dans le marketing, et surtout ne pas quelque part vendre du rêve aux fans, même si le résultat commercial est là, c'est un véritable succès, dithyrambique et planétaire, mais je pense que le titre, ça aurait dû être Arthur Fleck. Oui, mais ça n'aurait pas été vendeur. Ça aurait été moins vendeur, mais ça aurait été plus réaliste, parce qu'on n'est pas du tout... Pour moi, le film s'arrête, il n'y a pas encore le vrai Joker, même si tu dis, toi, que... Je suis d'accord sur la descente d'escalier, le personnage commence à être là, mais pour moi, le Joker, ça reste un génie du crime, il n'y est pas. Mais c'est pour ça que moi, je dis, le film aurait dû s'arrêter à la mort de Murray. Boum, il tire, et voilà. Et là, ça y est, on a le truc, et on fait un deuxième film où le Joker est Alors là, installé. C'est une de nos thématiques qu'on voulait aborder. Suite ou pas suite. Évidemment, alors, toi, si tu dis que ça va dû s'arrêter là, tu invites donc peut-être à une suite. Moi, après avoir vu ce film, je reste frustré de ne pas avoir eu la rallonge d'une demi-heure, mais par contre, je n'arrive pas à le projeter dans une suite, parce que la suite nécessairement impliquerait d'être un peu plus loin dans le temps, d'avoir un Bruce Wayne qui grandit, qui introduit un Batman. Pour moi, si le film Joker 2, ou on l'appellerait comme on veut, existait, il faudrait qu'il y ait un Batman dedans. Alors, et je ne suis pas inspiré par l'idée. On n'est pas obligé de mettre forcément... oui, dans une période de transition, Batman, mais il faudrait l'émergence du génie du crime. On peut très bien imaginer, moi, tel que je verrai la suite, c'est le Joker à Arkham, dans l'asile, là où se finit le film, que ce Joker-là, il a une psy qui s'appelle Harley Quinn, et qui va pervertir, et qui va entrer dans
dans son univers. Ça, c'est l'histoire, l'origin story classique de Harley Quinn. D'ailleurs, on voit une psy à la fin. Je ne sais pas si c'est elle ou pas. En tout cas, on est bien loin physiquement de Margot Robbie. Hein. Ça, c'est pas du tout... puisqu'elle est noire, elle est grise. En même temps, puisque tu parles de Margot Robbie, on est d'accord qu'actuellement, avec la sortie de Birds of Prey, aller faire un énième Harley Quinn dans l'univers Joaquin Phoenix et d'Arthur Fleck, alors que de l'autre, Harley Quinn ne présente plus le Joker dans son film en solo. Moi, je pense que là, ils ont tué volontairement, parce que c'était... Alors, Joaquin Phoenix parlait dans les interviews qu'il était prêt à tourner une suite, mais je pense qu'il a... Je suis pas d'accord, parce que moi j'ai entendu le contraire, qui disait que c'était un one-shot. Avant de le faire. Mais le succès étant au rendez-vous, il est prêt à partir de suite. C'est des articles tout frais, hein. Il est prêt à partir de suite dans une suite. Mais quelle suite? Étant donné que la réalisation, la mise en scène... Pour moi, la suite, pour moi, elle est assez simple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, physiquement, c'est simplement un maquillage, le Joker. On peut très bien imaginer le Joker qui est enfermé à Arkham, c'est-à-dire même pas le Joker, c'est Arthur Fleck qui est enfermé à Arkham, qui est le Joker à ce moment-là, qui est suivi par une psy qui s'appelle Harley Quinn, qui a des compagnons de cellule qui sont complètement ravagés. On peut imaginer, on peut très bien avoir le Mystère, on peut très bien avoir Killer Croc, et il y a une embrouille entre fous, et il y en a un qui lui coupe les lèvres, comme ça, de façon à faire son fameux sourire. Il s'évade, en compagnie de quelques super méchants, qu'on a déjà cités, ou d'autres. On peut imaginer aussi le pingouin qui se retrouve dans cet asile-là, puisque en plus, le pingouin, normalement, dans la nouvelle série Batman, jouée avec Robert Pattinson, serait joué par Jonah Hill, qui est l'acteur fétiche de Todd Phillips, qui est le réalisateur du Joker. Donc le lien pourrait être là. On peut imaginer très bien nouveau Batman, la suite du Joker, et le choc final entre les deux à la fin au bout de 3 films. Amener ça comme ça. Ouais, toi, tu cherches un lien entre tous les projets, de créer peut-être même un projet global anticipé par rapport à justement The Batman d'un côté, le Joker, alors que effectivement, moi je suis radicalement opposé à cette idée et c'est le but de notre concept. Je ne suis pas d'accord, puisque pour moi ça va s'arrêter là. J'avais un peu dit précédemment, mais pour étayer un peu plus mon propos, je vais dire simplement que pour résumer, Arthur Fleck, pour moi, ne peut pas être le Joker, le criminel, il est le Joker, le symbole. Donc ça, on avait vu un peu cet aspect-là précédemment. Maintenant, l'aspect symbole veut dire quoi? Veut dire que ce Joker-là, Arthur Fleck, qui est plus vieux que ce jeune Batman, et que donc, quand Batman aura atteint son âge adulte, sera très vieux, c'est simplement le symbole Joker, qui sera repris. Il peut passer 20 ans en tôle, là. Il peut passer 20 ans en tôle, mais sera vieux, et moi je pense au contraire que ce personnage-là, c'est la naissance, la genèse du symbole Joker, et non pas du Joker. Le Joker, je pense, qui va émerger par la suite, c'est un autre Joker, hein, tout simplement un personnage qui va reprendre ce symbole avec une criminalité plus forte, peut-être celui qui sera plongé dans le bain d'acide. Mais en tout cas, Joaquin Phoenix, pour moi, il a fait un one-shot. Face au succès du site, il annonce qu'il aimerait replonger de suite dans une suite, mais très honnêtement, cette suite, elle n'a aucun intérêt parce que de toute façon, avant que que Bruce Wayne devait être Batman, il passera du temps. Et s'il y avait un 2 actuellement, il serait basé sur la criminalité, sur des choses où on n'a pas emmené les bases de ça avec Arthur Fleck. Et il y a trop d'éloignement. Moi, je ne le vois pas. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est un one-shot. C'est un super coup. C'est magnifique, mais c'est un film qui est hors du temps des Batman. Par rapport à l'âge... ça vaut pas, parce qu'on ne sait pas quel âge est Arthur Fleck. Il peut très bien être malmené par la vie, etc., vieilli volontairement et être relativement jeune. En réalité, Nicholson, quand il joue Batman, et tout le monde a cru au Batman de Nicholson, c'est pas un mais qui a 45 ans, 50 ans, même si on ne peut pas lui donner d'âge. Mais Pattinson, on sait que par contre, c'est pas un Batman qui a 20 ans. Non. On sait que c'est un Batman qui va aller vers 35-40 ans aussi. Ouais. Donc 35-40 ans, si tu ajoutes aujourd'hui, tu ajoutes 25 ans de plus à Joaquin Phoenix, même à 35 ans, tu le mets loin. Et tu parles de présenter cette criminalité. Imagine un peu la scène, la gueule qu'aurait la scène, où tu as Pattinson en smoking, en Bruce Wayne, qui se balade dans les couloirs de l'hôpital. Voilà ce qu'on a pu développer grâce à vos dons
C'est là que sont enfermés tous les plus beaux, et pas les plus beaux, mais tous les pires criminels de Gotham. Et là, tu passes de cellule en cellule et tu les vois tous. Tu fais une galerie de portraits, ils sont tous là et tu finis par le Joker. Eh ben ça, je le vois très bien, mais pas dans Joker 2, dans The Batman, la suite, avec un Pattinson et un Joker qui serait l'héritier du symbole Joker, parce que ce Joker-là, c'est un peu comme quand disait Batman dans The Dark Knight, quand disait Bruce Wayne, il faut un symbole pour créer la crainte chez tes ennemis. Et le Joker aujourd'hui, c'est un symbole, c'est le clown criminel, le clown cinglé, ce qu'on veut. Et ce symbole-là peut être repris par un autre cinglé, un autre criminel, qui serait plus synchro et qui créerait un The Batman 2, enfin une suite avec un autre titre, parce qu'en plus, on voit que The Batman s'est conçu un petit peu dans cette idée, puisqu'on est vraiment dans l'esprit, la tendance du moment, c'est qu'on met un nom et derrière on y met une espèce de second titre qui permet d'avoir pour un même personnage ou un même univers, tu vois, le Spider-Man From Home et tout ça, c'est-à-dire que voilà, il y a un personnage central et des titres derrière. Moi je vois bien The Batman évoluer vers l'émergence d'un Joker, un autre Joker, Joaquin Phoenix. Dans cet univers-là, il est parfait, mais cet univers-là, c'est pas pour moi l'univers qui va percuter celui de Bruce Wayne adulte. Mais, ceci dit, il va quand même falloir qu'il nous ponde aussi un 2. Parce qu'il y a des questions qui sont en suspens. Déjà, on ne sait pas s'il a tout fantasmé, s'il a tout imaginé. Ce qui est possible aussi, puisqu'à la fin, quand il raconte à la psy, etc., est-ce que c'est pas le récit qu'il a fait de sa descente aux enfers et comment il se retrouve à Arkham? Mais c'est surtout, et là, il y a eu, je me souviens d'une discussion qu'on a eue en sortant du ciné, sur Sophie Drummond. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Est-ce qu'elle a ne serait-ce qu'existé? Donc Sophie Drummond, pour je crois que c'est du monde. Du monde. Ah oui, Drummond, c'est dans Arnaud Lévy. Voilà. Faut le laisser. Donc, Sophie Drummond, c'est la voisine de palier d'Arthur Fleck. Ils se croisent dans l'ascenseur. Ils ont un court échange. Elle a une fille. Elle a une petite fille. Parce que dans l'ascenseur, ils sont tous les trois, ils ne sont pas que deux. Ils ont un court échange de bon voisinage. Et derrière, il se crée une relation entre eux. Au cours du film, on s'aperçoit que cette relation n'a jamais existé et que c'est Arthur Fleck qui l'a complètement imaginée. Alors qu'on peut supposer que cette voisine de palier, elle existe. Il n'a pas inventé cette personne, il en a inventé la relation avec elle. Exactement. Alors, c'est quand même surprenant parce que c'est vrai qu'on est surpris parce qu'elle rit à ces blagues qui ne sont pas drôles. Elle compatit à sa douleur lorsqu'il a des soucis avec sa mère, etc. Donc elle est parfaite. Après, ma grand-mère disait, il y a toujours un fou pour une folle, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, elle n'est pas assez folle. Elle n'est pas assez folle, elle n'est pas folle du tout, elle ne le connaît pas. Ouais. Elle le voit la suivre parce que quand il y a ce retour à la réalité, ben on voit que les univers se percutent et que c'est l'imaginaire qui rencontre le réel et qu'elle l'a déjà vu présent à la suivre. Il semblerait qu'il est justement épié dans ses journées de travail, dans ses déplacements, puisque au départ, c'est avec le fantasme d'Arthur Fleck, on se rend compte qu'elle ne le connaît pas, mais qu'elle sait exactement qui il est. Elle dit, vous êtes le voisin de palier, mais que voulez-vous? Et là, ça laisse en suspens une possible mort. Parce que on ne sait pas. C'est-à-dire que il y a cette confrontation entre le réel, où elle dit j'ai une enfant, etc. Donc il y a cette confrontation entre le réel et l'imaginaire de Fleck. Cut, et il ressort dans le couloir. Et on ne sait pas, le film ne le montre pas, s'il l'a tué ou pas, sachant que 5 minutes avant dans le film, il tue son ancien collègue de boulot. Mais qu'il en épargne un autre. Avec toujours des raisons. C'est pour ça que moi, ma théorie, c'est qu'évidemment, il ne l'a pas tué, il n'a pas touché ni à elle, ni à son enfant. Es-tu d'accord? moi, personnellement, je crois qu'il les tue tous les deux. Je crois qu'à ce moment-là, il est à un tel niveau de folie et de puissance que lui procure le fait de tuer des gens qu'il en a presque besoin.
parce que sa puissance se nourrit des morts. Le meurtre de son collègue, même si son collègue a été dégueulasse avec lui, etc., il est quand même hyper violent. Très violent, c'est la seule partie violente du film. C'est pas un truc anodin, c'est pas un accident, c'est pas la légitime défense, c'est un meurtre. Après, il laisse partir son autre collègue, qui est nain, ça donne une scène assez cocasse. Il le laisse partir, parce que lui a été gentil avec lui. Mais elle, est-ce qu'elle a été gentille ou pas? Elle n'a pas été gentille, puisqu'elle a ignoré qu'elle lui casse son rêve. Donc il pourrait effectivement développer une haine, lui contre elle, puisque elle n'existe pas dans sa réalité, ça n'est qu'un fantasme. Il pourrait avoir une colère, ne serait-ce que contre cette idée. Mais malgré tout, quand tu parles des meurtres précédents, ce sont des meurtres toujours orientés, et je pense qu'effectivement, que tu parles du meurtre avec le nain, c'est que si on regarde les deux personnages, il lui dit clairement au nain, tu as toujours été gentil avec moi, parce que ce personnage-là pense à un moment qu'il va mourir lui aussi. Il est très effrayé, et il pense que c'est la fin pour lui, et Arthur lui dit mais tu as toujours été le plus gentil avec moi. Alors que l'autre, tu dis qu'il lui a fait un coup, mais il lui fait plus qu'un coup, il contribue à cette chute. Il y a une vraie, dans la bande-annonce, on voit écrit The Fall, effectivement, on est dans la chute complète d'un individu, et cette chute, elle a été accentuée par 1, 2, 3 personnages, la maman, Thomas Wayne, mais celui qui meurt... La chute ou l'élévation. Il y a un point qui est assez intéressant, c'est au moment où il épargne ou n'épargne pas. Pour moi, il n'épargne pas Sophie Dumonde et sa fille. Peut-être la fille encore. Il rentre chez lui et il s'enferme dans le réfrigérateur. Il en ressort et on le retrouve en costume. Il fait sa fameuse danse. Et ça fait penser un petit peu à l'éclosion d'un papillon. C'est-à-dire que Arthur Fleck, c'est une chenille. Et son parcours de chenille s'achève avec Sophie Dumonde. Il rentre dans le frigidaire comme le cocon d'un papillon et il ressort en papillon. Il prend son envol, mais c'est encore un petit peu maladroit en haut des escaliers. Et il y a une scène qui est assez révélatrice, c'est lorsqu'il est devant le rideau du Franklin, chaud, qui est multicolore, et il ouvre, le rideau s'ouvre, on a l'impression vraiment d'un papillon qui tend ses ailes. Donc, on peut penser à une chute d'un certain point de vue ou à une élévation selon quel point de vue on se place. Alors après, et si on raisonne sur une élévation, il y a peu de chances que la pauvre Sophie... Le seul point sur lequel je vais te rejoindre sur la mort possible de Sophie Dumonde, c'est que par rapport à tout ce que tu disais avant sur la possibilité d'envisager ce télescopage dans l'univers Batman, ce serait de dire que si il tue Sophie et que, imaginons, il ne tue pas la fille, on pourrait imaginer que la fille devienne Catwoman. C'est-à-dire un des ennemis de Batman, qui là viendrait en termes d'âge tout à fait correspondre avec le personnage de Batman plus tard, puisqu'ils sont dans la tranche d'âge très proche, et qu'effectivement elle aurait une vraie raison, en tout cas, de développer une colère contre la société, puisque il y a un lien après qui pourrait émerger du fait de ce personnage, en fait Joker, qui est Arthur Fleck, mais qui est en fait un symbole très fort contre l'univers Wayne et la structure Wayne. Pourquoi pas imaginer? C'est le seul lien que je verrais qui ouvrirait une porte. C'est Zoé Kravitz qui va jouer Catwoman dans les prochains Batman. Et qu'elle ressemble méchamment à la petite. Donc pourquoi pas aussi? C'est vrai que c'est le seul point sur lequel je te rejoindrai. Mais pour moi, elle est pas morte. Il y a un facteur essentiel qui fait que peut-être qu'elle n'est pas morte, c'est que c'est joué par Zazie Beetz. Zazie Beetz qui jouait Domino dans Deadpool. Donc si c'est Domino de Deadpool, elle a de la chance, elle s'en sort. Et là, on est complètement dans la folie. Les fans apprécieront. tout ça pour vous dire que il y a beaucoup de choses à voir dans ce film. Il y a beaucoup de choses à appréhender, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Souvent, lorsqu'on regarde un film, qu'on regarde un blockbuster, on voit que la surface des choses, mais des fois, et c'est ça aussi qui est intéressant quand on discute, quand on échange, c'est qu'on a d'autres points de vue, on mène des réflexions. Le but, c'est pas d'être d'accord, c'est de réfléchir ensemble. Allez au cinéma, réfléchissez. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez en parler autour de vous.
Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle après le ciné. Voilà, après le ciné, où je ne suis pas d'accord. En tout cas, on peut être pas dans le désaccord après le ciné. Voilà. On n'est pas d'accord après le ciné. Père Fouras, il me dit toujours de sourire, de faire bonne figure. Il me dit que j'ai une mission dans la vie. C'est d'apporter de la joie avec mes plats. Je me fais des idées ou malgré tous mes efforts, j'y arrive pas. J'ai toujours pensé qu'en travaillant dur, tôt ou tard, mon travail serait reconnu. Non. Ma vie avait tout d'une tragédie. J'ai décidé d'en faire une comédie.